Et comme tous les jours en direct sur Boursorama, on se désintoxe, midi passé de 43 minutes. Airbnb, vous connaissez, Le Bon Coin, Blablacar et d'autres. Uber, comment mettre de l'ordre, comment réguler un petit peu ces sites collaboratifs? Il y a un rapport qui a été rendu au Premier ministre avec 19 propositions. On va les passer en revue rapidement avec Denis Jacquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation. Ce qui ressort en filigrane de ce rapport, vous me contredirez si je dis une coquille, une bêtise, mais c'est la volonté, on vous connaît, de responsabiliser les plateformes. Il y a ça derrière, cette idée de que ce soit plus la jungle, et puis voilà, responsabiliser les plateformes. Oui, parce que je pense qu'il y a une crainte. Ça va très vite, donc ce qui va très vite fait très peur. Ce qui fait très peur suscite des réactions d'abord de protection, ce qui sont tout à fait légitimes et justifiées. Maintenant, je pense que ça doit aussi déclencher des réactions positives, enthousiastes, et plutôt de dire mais c'est quoi cette nouvelle économie, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Donc je pense que voilà, pour l'instant, il faut l'observer, ça va être ce dont on va parler dans les minutes qui viennent, mais pour l'instant, le débat est assez polarisé sur qu'est-ce que ça enlève et en quoi ça fait peur, et un peu moins sur les perspectives positives qui sont inhérentes à cette digitalisation de l'économie. Le rapport, on l'a dit, il veut réguler, encadrer, mettre de l'ordre, avec cet objectif, on l'a bien compris, on va dire, de faire rentrer dans les caisses de l'État ce qui aujourd'hui n'y rentre pas, ce qui échappe au fisc. La règle actuellement, c'est quoi? Parce qu'il y a eu un amendement qui a été déposé au Sénat l'an dernier, je ne sais pas s'il a été voté ou pas, où en gros il y avait un abattement jusqu'à 5 000 € de recettes sur les sites collaboratifs. Ouais. C'est dans la loi ou pas aujourd'hui, ça? Pas encore. Alors là, c'est à la discussion au Sénat. C'était adopté au Sénat, donc je pense que ça va finir par être adopté en dernière lecture à l'Assemblée nationale, mais a priori. pas encore, Mais c'est pratiquement acquis. Et effectivement, l'idée, c'est pour vous, pour moi, si on dépasse un certain stade et qu'on sous-loue notre appartement un peu trop souvent, de pouvoir être fiscalisé. Mais le but, c'est d'atteindre les vrais professionnels. Qu'est-ce qu'il dit le rapport là-dessus, sur l'idée justement que cette manne, cet argent, ne soit pas non taxé? Qu'est-ce qu'il propose? En fait, quand on regarde le rapport Terrasse, qui est tout neuf, il est tout frais, il sort du four là, donc il faut encore le laisser reposer un petit peu. Il trace surtout des pistes, plus que des propositions définitives, articulées. Pour l'instant, il a fait une très bonne analyse du marché, en séparant très bien ce qu'est le collaboratif, c'est-à-dire c'est vous, c'est moi, on fait du blablacar, on partage quelque chose, quelque part, on réduit nos coûts, mais ce n'est pas véritablement une activité très organisée. Ça, on taxe pas. La piste, c'est plutôt, on fiche un petit peu la paix, je veux dire, entre parenthèses, à cette économie-là, parce que c'est une économie de subsistance pour beaucoup de gens. Il faut quand même qu'on arrive à comprendre que l'essentiel des concitoyens français, de beaucoup de gens à travers le monde, sont des gens qui, aujourd'hui, faute de pouvoir augmenter leurs revenus, cherchent surtout à diminuer leurs coûts. Donc ça, cette économie-là, je pense qu'on va la laisser à peu près tranquille. Bien sûr, il y a des plateformes qui l'organisent. Blablacar, ce n'est pas une association de gentils organisateurs associatifs, etc. Ils sont là pour gagner de l'argent. On espère en faire une licorne. C'est ce que toute la presse dit depuis un petit moment. Mais pour l'instant, c'est tout petit. Il faut que ça grossisse. La licorne, c'est $1 milliard de valorisation. De valorisation, voilà. C'est juste le truc inventé qui ne signifie pas grand-chose. Plutôt qu'on n'a pas rattrapé sa valorisation, en fait, on est à la merci. Regardez, voilà, Pixmania disparaît il y a quasiment 15 jours, alors que c'était la star il y a quelques années. Donc, il faut prendre ça avec précaution. Et puis, de l'autre côté, il y a l'économie, qui est l'économie digitale. Et elle, cette économie digitale, elle prend plein d'aspects. Et aujourd'hui, elle ubérise, comme on dit, un peu la société. Le droit, la santé, l'éducation, les taxis, le transport. Et là, il y a une vraie question. D'abord, ce sont des acteurs essentiellement étrangers qui tiennent le marché aujourd'hui. Donc, où sont-ils fiscalisés? C'est une des questions que le rapport pose, en disant il y a beaucoup d'évasion fiscale. Il n'y en a pas que chez eux, mais il y en a aussi chez eux. Et puis la deuxième question, c'est pour moi, si je suis chauffeur Uber, si je loue ma chambre, si demain je suis médecin à distance, comment je suis fiscalisé et comment je participe à la société. Une des propositions, des pistes phares de ce rapport de Pascal Terrasse, le député PS de la frange libérale d'ailleurs, plutôt proche de Manuel Valls, soit dit en passant, c'est que les sites transmettent carrément, un peu comme les banques peuvent le faire dans le cadre des intérêts ou des dividendes qui sont versés, transmettent les informations carrément au fisc. C'est ça, le montant des gains des clients qui passent par les sites collaboratifs serait transmis au fisc. C'est ça qui est en filigrane dans le rapport. C'est une vraie lourdeur administrative pour les sites. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ou c'est juste la réaction spontanée des nouveaux acteurs qui disent non, on ne veut pas le faire? C'est-à-dire qu'un jour, vous savez, il y a eu un débat déjà depuis à peu près 30 ans sur le fait que vous et moi, on puisse être ponctionnés à la source pour payer nos impôts. Ce qui permettrait à la fois de le mensualiser, de faire en sorte que ça soit pris dès le départ, et puis plus de déclaration, plus besoin de faire ça à la dernière minute chaque année, etc. Donc à un moment donné, on s'est dit, si cette économie va
vers ce prélèvement à la source. Il n'y a pas de raison que le numérique y échappe. Alors ce qui serait surprenant, c'est que le numérique le fasse avant tout le monde et le fasse tout seul. Mais c'est pour 2018, hein, a priori, d'après le gouvernement. Exactement, ouais. Pour l'instant, on est là-dessus. Donc, bon, que le numérique soit pionnier sur plein de domaines, c'est pas mal. Qu'il le soit sur le point de vue fiscal, on peut se poser la question. Donc vous n'êtes pas contre? Enfin, ça vous semble cohérent? Ça me semble cohérent avec le reste, mais il faut que tout le système soit effectivement soumis aux mêmes contraintes. Notamment les acteurs étrangers? Notamment les acteurs étrangers, parce que pour l'instant, l'essentiel de ces plateformes sont des plateformes étrangères qui emploient aussi en France. Dravi, c'est français, Le Bon Coin, c'est français. Il y en a d'autres. Hein. Oui, tout à fait, mais je veux dire, ceux dont on parle le plus, les gros qui ont des valorisations qui permettent de devenir mondiaux, sont pour l'instant essentiellement des acteurs américains. Donc la question se pose. Je ne pense pas que ce soit la question immédiatement centrale. Il y a avant tout l'idée de se dire, c'est quoi cette économie digitale? Qu'est-ce que les gens disent à travers l'économie digitale? De quoi ils ont envie? Et notamment, on peut parler de liberté, on peut parler d'une forme de révolution, de flexibilité. Il faut que ces mesures aillent dans le sens de répondre à cet appel des gens et en même temps de faire en sorte que tout le monde vive dans la même économie. Oui, et sans que ce soit la jungle non plus, et puis que la protection sociale soit financée aussi. Et donc il y a cette volonté, on le sent aussi en filigrane dans le rapport, de différencier le professionnel de l'utilisateur occasionnel, le particulier du professionnel. À partir de quel moment est-ce qu'on devient professionnel ? Ça, c'est une très très bonne question. Je pense que soit on fixe des plafonds. Que vous prenez Hitch, qui est un système qui vous permet la nuit de rentrer chez vous, c'est entre le covoiturage, le VTC et le taxi, qui est très limité, puisque vous ne pouvez pas dépasser 6 000 € de revenus pendant l'année. Donc c'est très vertueux. Ça permet juste, principalement à des jeunes, de réduire le coût de leur voiture à l'année. L'assurance, l'entretien, etc. Bon, on peut considérer que quelqu'un qui ne dépasse pas 6 000 €, franchement, ce n'est pas un professionnel. Donc à partir du moment où vous êtes dans une proportion d'un revenu dit normal, on peut considérer que vous n'êtes pas un professionnel. À partir du moment où ça devient votre activité principale, qu'elle soit indépendante ou salariée, c'est votre activité principale. En pourcentage de ses revenus, c'est plus un plafond, après c'est un pourcentage de ses revenus globaux. Oui, alors la grande difficulté à laquelle on va assister dans les années à venir, c'est que le multi-emploi va se développer. C'est surtout que vous allez d'abord peut-être travailler sur plusieurs plateformes. Regardez, beaucoup des chauffeurs de VTC ont 2 smartphones avec 2 applications et travaillent pour 2 en même temps. Et puis peut-être que le soir, ils travaillent sans le dire pour Stuart et font des livraisons. Peut-être, voilà, donc quelle est la proportion? Donc à un moment donné, il y a une sorte de statut d'indépendant élargi qui peut toucher des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises. Je reviens bien sûr qu'il y ait des cotisations encore une fois pour que la protection sociale soit financée, sinon ça crée des trous énormes. Oui, mais je pense que le principal, c'est que pour l'instant, c'est une population très jeune qui est touchée par cette économie, mais progressivement, elle touchera d'autres strates de la population. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on maintienne un socle entre tous, parce qu'on a besoin de faire fonctionner ce pays, il a besoin d'infrastructures. De l'autre côté, l'État doit faire, on parlait de réformes structurelles juste avant moi, doit faire les efforts nécessaires pour que cet argent qui soit cotisé ne serve pas à remplir des caisses qui sont vides et des caisses qui sont vides un petit peu plus, que chacun fait sa passe d'effort et qu'on ne demande pas au numérique de venir colmater des trous béants que l'État ne sait pas gérer parce qu'il gère mal son État. Donc je ne voudrais pas qu'on arrive non plus dans cet extrême-là. Le numérique, c'est une potentialité extraordinaire de croissance pour tous nos pays, ou en tout cas de maintien de nos pays, de développement d'activités. Il ne faut pas qu'on le punisse avant qu'il démarre. Bon, il reste une toute petite minute. Denis Jacquet, il y a aussi cette idée dans le rapport de la notation des sites, des sites collaboratifs, dont 50% des notes seraient fausses. J'ai halluciné quand j'ai lu ça. C'est la question de la confiance qui est derrière. La confiance, quelle réponse on peut apporter ? Je pense que le rapport Terrasse a vraiment bien analysé l'économie telle qu'elle est. Ils ont vraiment fait un boulot formidable et je pense qu'aujourd'hui, l'Internet est quand même basé sur une notation double. C'est-à-dire, vous me notez comme chauffeur, moi comme chauffeur, je vous note comme passager. Donc bien évidemment, on peut toujours tricher à la marge, mais les masses sont telles qu'à un moment donné, ça sera très difficile de bourrer les urnes. Voilà. Bon, l'effet quantité, comme on dit, l'emportera. Oui, je pense. Merci à vous, Denis Jacquet, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation. Merci pour ces commentaires. Bonne journée. Avec plaisir. Bye.